Les Yazidis, une minorité qui vit majoritairement en Irak et qui a malheureusement été sous les feux de l'actualité en 2014 avec l'avènement de Daesh. Les djihadistes ont déferlé sur les monts Sinjar dans le nord-ouest de l'Irak, tuant les hommes, enrôlant les enfants. Ils ont enlevé et violé les femmes. 2700 personnes sont toujours portées disparues. Une de leurs anciennes victimes, Nadia Mourad, a été sacrée prix Nobel de la paix 2018. Avec nous sur ce plateau, Pascal Bourgault. Bonsoir. Bonsoir, Estelle. Vous êtes journaliste à TV5 Monde, auteur du documentaire Awar, nos enfants bannis. C'est un documentaire coproduit par TV5 Monde et la RTBF. Il est présenté en première belge demain au Festival international du film de Bruxelles, avant le festival Warm Sarajevo le 12 juillet et en attendant sa diffusion prochaine sur nos antennes. Avec vous, Adel Bakawan. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Adel Bakawan, je vais rappeler les chiffres. Plus de 6400 Yazidis enlevés en 2014 par Daesh, et je ne parle pas des morts. Comment vous expliquez ce déferlement de haine? Comment expliquer que Daesh se soit attaqué à cette minorité? Écoutez, il y a plusieurs raisons. La première raison, dans la mémoire collective, politique et religieuse de Daesh, l'organisation d'État islamique, terroriste de la minorité yézidi est considérée comme une minorité mécréante, c'est-à-dire non musulmane. C'est-à-dire il faut vraiment les génocider ou bien les convertir à l'islam. Donc, bien évidemment, la communauté yézidi refuse catégoriquement cette conversion et de ce fait, Daesh a mis en place ce programme de destruction massive, autrement dit, le génocide. Alors le génocide, effectivement, certains pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, si je ne me trompe pas, ont reconnu ce génocide. Pour vous, c'est bien ce qui s'est passé? Absolument, absolument, parce qu'en fait, Daesh cherchait volontairement, avec un programme bien déterminé, de trouver individuellement l'individu yazidi, ou bien pour le massacrer, le tuer, ou bien pour le convertir. Numéro 1. Numéro 2, la zone le territoire de la communauté yézidi se trouve dans le domaine du califat. Autrement dit, dans le Sahl, ce qu'on appelle Sahl al-Nainawa, c'est-à-dire la province de Mossoul, la province de Ninive. Et c'est là que le califat a été instauré. Et donc, ce qui a facilité l'accès au génocide, pardon, de la part de Daesh contre la communauté, la minorité yézidi, numéro 1. Numéro 2, cette minorité yézidi, il faut le dire, la réalité telle qu'il est, même avant Daesh, vraiment, elle était la cible de la part des radicaux de la société irakienne. Pourquoi? Parce que non musulmans, non arabes? Non musulmane, une minorité non musulmane, une minorité non arabe, mais surtout une minorité fermée sur elle-même. Vous ne pouvez pas devenir yézidi. Ou bien vous êtes yézidi d'un père et d'une mère, ou bien vous ne l'êtes jamais. Et de ce fait, c'est toujours ciblé par les autres radicaux. Et justement, c'est au cœur de votre documentaire, Pascal Bourgault, puisqu'il y a eu des enfants qui sont nés qui sont nés de ces bourreaux, de ces djihadistes, et les Yazidis n'en veulent pas. Donc, les mères sont obligées d'abandonner leurs enfants. Vous avez suivi une jeune femme, elle s'appelle Anna, elle est Yazidi, bien sûr, ce n'est pas son vrai nom, et on va l'écouter. رامي شوي يعني صاروا لزكي مثلات لأنه أو صاروا يعني تشمني منه قول ونفان صاروا كهيلين من قلت أو صاروا كذنبك واتينينا بدي حتى لو مجتمعي ماذا صاروا كده عشان خطانا Alors, le témoignage est poignant, vous l'avez suivi, elle est allée revoir sa fille. Le témoignage d'Anna, ça pourrait être le témoignage de nombreuses jeunes femmes yazidis. Absolument, parce que toutes les femmes yazidis qui sont revenues, aucune n'a pu rentrer dans les camps de réfugiés avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un plan mis en place par les décideurs, les dirigeants de la communauté, on va dire, et qui était appliqué par les familles. Et elles ont toutes dû abandonner leurs enfants. Alors, où sont ces enfants? Moi, j'ai mis plusieurs années à comprendre ce qui s'était passé, puisque le sujet est complètement tabou, personne n'en parle, le silence n'a jamais été brisé, et donc c'était très compliqué de trouver des femmes qui témoignent et qui acceptent de raconter, notamment Anna. Alors Anna est d'une des rares qui a
réussi à retrouver sa fille dans un orphelinat et qu'il a mis à l'abri dans une famille, on en parlera après. Les autres enfants, beaucoup de femmes sont résignées, la plupart des femmes sont résignées parce qu'évidemment le poids de la famille, vous le savez, est extraordinairement puissant. Les femmes n'ont pas le courage d'aller trouver leurs enfants. Et donc il y a des faux orphelins dans des orphelinats et des vraies mamans qui pleurent en silence ou qui les cherchent et qui, pour les retrouver, doivent parfois briser les liens familiaux. Alors justement, on assiste aux retrouvailles d'Anna et de sa fille. Depuis ce reportage, est-ce qu'elle est toujours en contact avec sa fille? Est-ce qu'elle va la revoir ou c'est impossible? Alors il faut bien comprendre qu'en fait, le film, c'était pour elle l'occasion de ce voyage. C'est-à-dire que les femmes yazidis ne peuvent pas sortir du camp, traverser le Kurdistan et aller voir en secret un enfant qui est rejeté par ailleurs par la communauté. Donc après ce film, qui a été tourné en début 2022, Anna n'a pas pu revoir sa fille. Donc ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Alors des organisations humanitaires se battent pour permettre à ces mères de retrouver leurs enfants. Vous avez rencontré un homme qui est à la manœuvre pour justement permettre ces retrouvailles. On regarde. It's super traumatic. And it's all the product of what, this is the product of what Daesh did. I mean, this is part of the human toll of that. And frankly, the human toll of the Yazidi, all-male Yazidi religious establishment that said that these young women couldn't have their children. Donc rappelez-nous cet homme et son rôle. Peter Galbraith est un ancien ambassadeur américain et il s'est passionné pour cette histoire. Il pèse évidemment de tout son poids d'ancien diplomate, il a de très bons contacts aux États-Unis et donc il a imposé que les orphelinats, certains orphelinats syriens, rendent les enfants aux mères qui, elles, avaient eu le courage de briser les liens. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est à peine une vingtaine de femmes qui ont récupéré leurs enfants. La scène qu'on voit là est terrible puisque les enfants n'ont plus vu leur maman depuis plusieurs années. Donc ils ne la reconnaissent pas. C'est pour ça qu'ils hurlent dans cette voiture. Et puis une fois qu'elles ont récupéré leurs enfants, elles doivent vivre dans des maisons en secret, protégées par l'armée kurde et éventuellement dans l'attente de visas humanitaires qui leur permettent d'aller à l'étranger. Mais c'est une minorité. Une minorité. Adel Bakaouen, que font les autorités kurdes, irakiennes face à ce problème? Écoutez, juste avant de répondre à votre question, je rends un grand hommage vraiment au travail de Pascal. Ce travail, j'ai visionné ce documentaire, il est tout simplement parfait. Et je n'ai jamais vu un travail aussi parfaitement refléter la réalité de cette population-là. C'est vraiment un grand travail. Merci beaucoup. Merci. Oui, parce qu'ils sont laissés pour compte. Et effectivement, il y a peu de témoignages. Comme alors, donc, ce matin-là, dès que je suis arrivé à mon bureau pour préparer cette émission-là, j'ai appelé le chef du cabinet du chef de la communauté yézidi, de la minorité yézidi. J'ai énormément discuté avec lui. J'ai parlé avec le chef du cabinet du Premier ministre kurde. J'ai parlé avec plusieurs acteurs engagés des organisations de la société civile pour savoir comment ils pensent, comment ils veulent aborder cette problématique-là. La réponse, c'est l'impasse. C'est l'impasse totale. Parce qu'en fait, ces femmes-là, il y a déjà la double peine. La première, pourquoi? Parce que tout simplement, en soi, elles n'ont pas le droit de se marier avec une personne à l'extérieur de la communauté, dans une situation normale. Numéro 1. Numéro 2, là, ce sont les enfants de viol, des acteurs qui ont mis en place un génocide contre la minorité. Donc c'est leur bourreau, donc effectivement, c'est impensable pour la communauté. Exactement. Et donc, comme il nous disait, le chef du cabinet, mais monsieur Bakaouen, vous imaginez comment nous, on est déjà fermés sur nous-mêmes. Même dans une situation normale, on ne peut pas accepter cela. Maintenant, comment on peut accepter, même d'une manière extraordinaire, exceptionnelle, les enfants de nos bourreaux? C'est impossible pour nous. Suite à mes discussions avec tous ces acteurs-là, il y a une solution qui s'élabore, mais une solution un peu compliquée. Ils pensent que la meilleure solution, c'est qu'un pays européen, l'Allemagne, la France... L'Allemagne, où il y a une grande communauté yazidi, mettre en place une institution pour ces enfants-là, les regrouper avec des documents, bien évidemment, administratifs, etc., et les mettre dans un programme de socialisation. C'est la seule solution, parce que de toute façon, il y a zéro chance pour que la communauté yazidi accepte le retour de ces enfants. Alors, vous savez qu'en France... Oui, allez-y. Pardon, je voulais juste rebondir et vous remercier pour vos
mot, et venant de vous, qui est un grand connaisseur de la région, ça me touche particulièrement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces enfants, en plus de tout ce que vous avez mentionné, ne sont pas reconnus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papier. Anna, sa fille, Maria dans le film, elle ne pourra pas aller à l'école primaire parce qu'elle n'a pas de document officiel, parce qu'elle n'est pas reconnue. Et comme vous le dites, le chef du cabinet me dit, mais monsieur Bakaroun, même si moi j'accepte, mais de toute façon le gouvernement irakien n'accepte pas. Le gouvernement irakien n'accepte aucun enfant de Daesh, ni sunnite, ni chiite, ni kurde. C'est-à-dire, vous êtes... Ouais, alors, mais justement, ça c'est intéressant parce que vous savez qu'en Europe, on s'inquiète beaucoup du retour des enfants qui sont nés de parents djihadistes, donc notamment de mères françaises. Mais c'est l'Irak qui est en première ligne parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de djihadistes. Alors parfois les deux couples, parfois comme ici avec les Yazidis seulement le père. Comment? Enfin, est-ce que c'est une menace qui inquiète les autorités irakiennes? Est-ce que c'est des bombes à retardement? Est-ce qu'ils en prennent conscience en Irak? Écoutez, j'ai un programme de recherche sur les femmes de Daesh qui se trouvent actuellement dans un camp à côté d'Erbil. Ce sont à peu près 3500 femmes. Et là, lorsque je travaille avec les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, et j'ai un programme pour rencontrer les femmes pour des entretiens directs, face à face, on me dit que vraiment, il y a une bombe à retardement. Il y a une vraie menace. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gouvernement irakien, mais globalement, l'État irakien n'a aucun programme, n'a aucune politique, n'a aucune stratégie pour traiter cette population. Ni les femmes, ni les enfants, ni les prisonniers de Daesh qui sont des milliers et des milliers qui se trouvent dans les dans un entretien, vous dites que Daesh est encore là et qu'il pourrait donc renaître de ses cendres, si écoutez, c'est le rapport des Nations Unies qui nous dit, le dernier rapport, les membres de Daesh qui ne sont pas en prison et qui sont en totale liberté, des deux côtés de la frontière, sont estimés à entre 20 et 30 000 combattants. Alors évidemment, ce que vous dites, c'est absolument vrai pour les deux types d'enfants, c'est-à-dire les enfants qui sont 100% de djihadistes et qui vivent avec leur mère radicalisée. Là, il y a un vrai problème s'il n'y a pas d'encadrement dans le pays, en Irak. Et puis ces enfants-là, qui sont dans des orphelinats où les Kurdes et les Irakiens, globalement, ont pris leurs responsabilités, sauf qu'ils ne se demandent pas s'il y a des mamans qui les cherchent, et ils ne prennent pas leurs responsabilités juridiquement pour donner une existence juridique. Voilà. Là, évidemment, il y a un suivi de ces enfants qui ne sont pas orphelins. Donc Anna, la jeune femme que vous avez rencontrée, elle n'a aucune chance de revoir sa fille, parce que ce qui montre aussi la complexité, alors on va un peu dévoiler, mais c'est qu'elle est en lien avec les parents de son bourreau. Ce sont les parents de son bourreau qui s'occupent de sa fille. Alors c'est vrai que c'est choquant et c'est compliqué à comprendre, mais c'est le Moyen-Orient et vous le connaissez mieux que moi. Anna, quand elle est kidnappée, épousée de force, violée par ce djihadiste, le djihadiste un jour lui dit « appelle mes parents ». Pour te présenter. Et elle prend ce lien comme une assurance vie. Elle se dit, si j'ai un lien avec les parents de mon violeur, il y a moins de chances qu'il me tue et il y a moins de chances qu'il me revende. Et donc elle va dans ce sens, elle ne proteste pas évidemment, et finalement ça va lui permettre effectivement de le renouer, le lien avec les grands-parents, et de leur confier sa fille, puisque elle l'a retrouvée dans l'orphelinat, mais elle ne peut pas vivre avec sa fille. Et elle n'a pas choisi de rompre avec sa famille. Elle a choisi... Et ce qui est extraordinaire, c'est que les parents de djihadistes de Daesh, là, oui. Il reçoit la Yazidi avec un grand respect, avec la bienveillance, comme si elle était vraiment leur propre fille. Oui, effectivement, ce qui est assez surprenant pour peut-être des étrangers. C'est comme des parents chez nous. Il y a des parents français, des parents belges, des parents espagnols qui ont vu leur enfant rejoindre le djihad en Syrie. Eh bien, ces parents kurdes ont vu un jour leur fils rejoindre le djihad, et même s'ils sont très croyants, c'est pour ça qu'elle porte le foulard, mais ils ont un islam totalement pacifié et ils sont en désaccord avec leur fils qui est d'ailleurs en prison. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce grand angle. Award nos enfants bannis, donc un documentaire de Pascal Bourgault qui sera demain au Festival international de Bruxelles et bientôt sur nos antennes. Merci à vous deux.